Merci, Antoine. Alors, bonsoir. Je m'appelle Jean-François Manibal et je suis le directeur général de Tennis Québec. Bienvenue à cette rencontre d'information. Nous voulons tout d'abord vous présenter, en temps de pandémie, l'équipe de Tennis Québec et les rôles des employés qui sont toujours en place. Nous tenterons d'aborder les sujets qui peuvent vous préoccuper et répondrons aux questions qui nous sont posées le plus régulièrement. Nous ferons donc de brèves présentations en français qui seront suivies d'une période de questions. Tous les micros seront fermés, donc n'hésitez pas à lever votre main ou à poser vos questions dans le chat en français ou en anglais. Avant de débuter, je voudrais faire un bref portrait de la situation de Tennis Québec en temps de COVID. En raison de l'importante baisse des revenus de l'organisation, nous sommes passés de 11 à 6 employés depuis le début de la pandémie. La perte financière la plus significative provient du rapport de la Coupe Rogers, qui eut pour effet de réduire nos revenus de 300 000 $. Cette situation s'est encore plus dégradée avec le retrait de certains commanditaires et annonceurs, avec la perte de revenus de membership et avec l'arrêt de nos activités. Nous avons donc dû prendre de difficiles décisions afin de passer à travers cette crise. Depuis le début de la pandémie, nous avons tenté de bien représenter les intérêts de nos adeptes, de nos membres, de nos licenciés et de nos clubs. Nos recommandations n'ont pas toujours été retenues par la santé publique, mais nous sommes quand même très fiers du travail que nous avons accompli dans les circonstances. Il faut comprendre que ce n'est pas Tennis Québec qui établit les consignes relatives à la COVID. C'est vraiment la santé publique qui nous dicte, suite à nos recommandations, ce que l'on peut faire. Je vais maintenant demander à chaque membre de l'équipe de Tennis Québec de se présenter, en débutant par Jocelyne, qui a eu la gentillesse de nous dépanner au cours des dernières semaines et qui sera officiellement de retour parmi nous après les fêtes. Donc, Jocelyne. Bonjour, Jocelyne Patrick. Je suis responsable de la gestion des inscriptions de tournois, de la gestion générale des stages de formation, de la gestion des programmes d'affiliation des clubs intérieurs et extérieurs et du secrétariat de l'organisation. Bonjour, moi c'est Damien Aquino, je suis agent de promotion et développement. Je suis à Tennis Québec, c'est ma 4e année. Puis je suis responsable de la coordination de la tournée Sport Expert, des programmes collégiales et universitaires, des aspects techniques du site web. Je coordonne également la tournée scolaire et je suis animateur aussi de la tournée scolaire. Alors, bonsoir, Antoine Guillemette. Donc, j'ai été directeur technique là, pendant une année et depuis juillet, je suis donc consultant technique. Donc, je m'occupe de la révision des politiques et de la gouvernance, des communiqués dans les 2 langues et des communications lorsque requis. J'offre un soutien technique et consultation et soutien à l'équipe de Tennis Québec. Bonsoir, Martin Guerrier-Pi, je suis directeur technique, donc c'est moi qui ai remplacé Antoine. Merci de m'avoir formé, Antoine. Je suis là depuis juillet 2020, donc c'est moi le petit nouveau de l'équipe. Donc, comme vous pouvez voir, je suis responsable principalement du calendrier des compétitions, la gestion des tournois et des ligues sanctionnées, mais je suis aussi en charge de ce qui touche la réglementation, l'assignation des juges arbitres et des dossiers disciplinaires. Bonsoir. Je suis Sylvie Giroux, je suis entraîneur directrice du développement des athlètes. Je suis entre autres responsable du programme sport-études, de la sélection et des camps de l'équipe du Québec 10 ans et 12 ans, de la sélection pour les championnats canadiens et des tournées, des points de circuit, des relations gouvernementales pour l'excellence, donc les programmes des clubs sportifs, la liste des athlètes identifiés, les Jeux du Canada et autres, et de la création de la mise à jour du modèle de développement des athlètes de Tennis Québec. Bonsoir, Andréane Martin, directrice générale adjointe de Tennis Québec. Je suis responsable du classement Rogers, de la certification des entraîneurs, de l'affiliation des organismes de tennis extérieurs, ainsi que des relations avec les associations régionales, des programmes de participation et responsable des tournois pour les joueurs vétérans. Et Jean-François Manibal, directeur général de Tennis Québec depuis un certain nombre d'années. Je suis responsable de l'administration, de la gestion, des ressources humaines, de la comptabilité, du financement, des politiques et orientations de l'organisation et des relations gouvernementales. Je suis également responsable de la liaison avec les clubs intérieurs, avec le comité exécutif et le conseil d'administration.
Je suis de Tennis Québec. Je suis également responsable du projet de développement d'un centre de tennis intérieur, des comités et des commissions et du programme de don placement sport. Et je suis également éditeur du magazine Tennis Mag. Donc, ça complète la présentation des employés de Tennis Québec. On va maintenant passer aux présentations. Alors, je vais vous parler du classement. Alors, le classement Rogers, c'est le même classement pour chacune des provinces, donc c'est vraiment un classement qui est national. Au niveau des catégories au classement, bien sûr, on a les catégories juniors, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans et moins. On a également la catégorie classe ouverte, catégorie pour les vétérans, donc vétérans 30 ans et plus, et la catégorie des joueurs en fauteuil roulant. Donc, au niveau des principes de base pour le classement, c'est qu'il y a une mise à jour qui est hebdomadaire, c'est-à-dire qu'à tous les jeudis, on passe les tournois au classement. Donc, s'il y a un tournoi qui s'est terminé le dimanche, nous, on reçoit les résultats, on valide les résultats et le jeudi, on envoie tous les résultats à Tennis Canada qui passe le tournoi au classement. Le roulement est de 52 semaines, donc c'est vraiment un classement annuel. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Chez les juniors, ce qui compte pour le classement, la cote est formée des 5 meilleurs résultats en 52 semaines. Et chez les vétérans et également en classe ouverte, ce sont les 3 meilleurs résultats qui vont constituer la cote. Donc, ici, on a un exemple. On a un exemple d'un joueur ou d'une joueuse junior. Donc, dans la première colonne, on voit le nom du tournoi. Par la suite, on a la semaine. Donc, on peut voir ici que ce joueur-là a joué pratiquement tous ses tournois en 2019, a joué un tournoi en 2020. Par la suite, on a le rang, donc la ronde à laquelle la personne s'est rendue. On a le nombre de points qui a été attribué. Puis, je vous demanderais là, de porter une attention spéciale surtout aux astérix. Donc, vous voyez que c'est un joueur qui est junior parce qu'il y a 5 astérix à côté de son nom. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que ce sont ses 5 meilleurs résultats dans un roulement de 52 semaines. Donc, lorsque, par exemple, le premier tournoi qui va céder sa place, ça va être le tournoi de Beauce, le dernier. Donc, le 5.149 va s'enlever de la fiche du joueur lorsqu'on va être rendu à 52 semaines, puis il va être remplacé par le 5e meilleur résultat. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les juniors. Comme je disais, chez les vétérans et classe ouverte, c'est les 3 meilleurs résultats. Maintenant, vous pouvez toujours aller sur le site de rogersrankings.com pour essayer de voir combien de points va être attribué au tournoi. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de choisir tournoi canadien, de choisir la province. Donc, on choisit Québec. Et là, vous voyez ici qu'il y a les 2 étoiles, 3 étoiles, 3.5 étapes, qui est 4 étoiles, et les championnats provinciaux. Et ce qui est important, c'est qu'en bas, vous pouvez choisir le groupe d'âge. Donc, vous pouvez choisir si c'est garçon ou fille, ainsi que la catégorie. Et pour avoir le nombre de points maximum attribués au tournoi, il faut qu'il y ait un minimum de 8 personnes dans le tournoi. Donc, si vous avez un tournoi où il y a 6 personnes, vous pouvez également changer la taille du tableau et vous allez avoir le nombre de points qui est attribué pour ce tournoi-là. Si on passe à l'autre, donc vous avez sûrement remarqué que les tournois n'ont pas la même valeur d'une province à l'autre. Donc, ça veut dire que si un junior va jouer un tournoi, par exemple, au Nouveau-Brunswick, un tournoi 3 étoiles, il va faire moins de points que s'il avait joué son tournoi au Québec. Au même titre que s'il va jouer un tournoi en Ontario, encore une fois, un 3 étoiles, là, il va faire plus de points en Ontario. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice de force provinciale. C'est un indice qui est séparé pour les filles et les garçons. Et c'est calculé selon les performances des joueurs lors des championnats canadiens des 3 dernières années. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si les Québécois font bien aux championnats canadiens, à ce moment-là, l'indice de force provinciale va monter, donc nos tournois vont valoir plus. Et si les Québécois ne font pas très bien, bien à ce moment-là, l'indice de force provinciale va descendre. Et ça, c'est calculé à chaque année, une fois par année. Donc, à partir du 1er janvier, le tableau que vous aviez précédemment va être changé avec les nouvelles cotes. Si on pense aux vétérans, à ce moment-là, chez les vétérans, là, c'est pas pareil, il n'y a pas d'indice de force provinciale. Les catégories sont les mêmes pour chacune des provinces. Donc, c'est plus la catégorie de tournoi qui change. Vous avez sûrement entendu parler de d'autres classements. Ce qu'il faut retenir, c'est le classement Rogers.
est un classement qui fonctionne par ronde. Donc, plus on se rend loin dans le tournoi et plus on fait de points. Si vous avez entendu parler des tournois UTR, donc ça, dans le fond, c'est une cote. C'est une cote là, qui est basée sur les résultats joueur par joueur et non pas par ronde. Donc, le UTR est utilisé souvent pour aller dans les universités américaines et c'est un classement qui ne prend pas en considération l'âge des participants ainsi que le sexe. Maintenant, on a également un autre type de classement qui est le World Tennis Number. Ça, c'est l'ITF qui sort ce type de classement-là. Et on vous a donné, il y a peut-être 2-3 semaines, on vous a envoyé un courriel au niveau de votre consentement, c'est-à-dire que pour être sûr qu'on ait le consentement de votre part pour pouvoir envoyer vos résultats à ITF. Et d'ailleurs, les résultats de vos tournois sont envoyés également à l'UTR. Et la dernière chose qu'il faut savoir là, par rapport à l'ITF, c'est que lorsque les joueurs vont faire des tournois ITF, ce qui va leur permettre d'entrer dans le tournoi et d'être favoris, ça va être leur cote du World Tennis Number. Donc, c'est pour ça qu'on envoie tous vos résultats au classement. C'est bon. Ensuite, classement et COVID-19. La COVID, vous le savez, là, ça amène de nombreux défis et ça en amène un également au niveau du classement parce qu'il y a certaines provinces qui ont tenu des compétitions, puis il y en a d'autres non. Puis il y a certaines provinces qui ont tenu des compétitions d'importance et il y en a d'autres moins importantes. Donc, en ce moment, on avait dit précédemment là, que les résultats étaient retranchés après 52 semaines, mais en ce moment, c'est un classement qui est continu. Donc, c'est un classement qui est continu depuis le 13 mars. Il n'y a pas encore eu de résultats qui ont été enlevés. Il y a plusieurs scénarios sur la table. Je peux vous dire que ça avance énormément, ce dossier-là. Donc, Tennis Canada travaille avec chacune des provinces, chacune des associations provinciales pour trouver une façon de faire, de comptabiliser les points et de reprendre les compétitions aussi lorsque ça va être permis pour que personne ne soit pénalisé ou avantagé au niveau des classements. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'on est très, très près d'une solution qui va vous être présentée là, la minute que ça va être confirmé. Dernière chose par rapport au classement, n'hésitez pas à aller sur notre site web. On a les liens vers le classement Rogers, puis on a surtout une question, une foire aux questions, FAQ, où vous avez les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Puis, vous pouvez toujours là, me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, je suis ici pour répondre à vos questions si jamais vous en avez au niveau du classement. Donc, peut-être pas de questions. Donc, j'imagine qu'on peut poursuivre. Si vous en avez à la fin, bien, vous allez être les bienvenus. Oui, c'est ça. Puis j'en profite juste pour vous inviter. Si jamais vous avez des questions, le plus facile est probablement de les mettre dans le chat. Mais ceci dit, là, si vous avez des questions à chacune des sections, n'hésitez pas. Ce sera peut-être plus facile que de les faire simplement à la fin. Alors, programme sport-études. Donc, tout d'abord, le programme sport-études est un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement provincial. Et ce programme-là est au niveau secondaire seulement. Donc, le programme sport-études a débuté en 1987. Donc, ça fait plus de 30 ans que ce programme-là existe. Présentement, au Québec, il y a environ un peu plus de 600 programmes sport-études. Ça, c'est à travers 35 fédérations sportives et 48 établissements scolaires qui adhèrent. Nous, en tennis, on a 15 programmes sport-études reconnus. Donc, le programme sport-études, en fait, permet aux étudiants athlètes de concilier leurs objectifs scolaires et sportifs, mais à la condition, naturellement, d'accorder la priorité à la réussite scolaire. Au niveau de la reconnaissance, du côté académique, une école va faire une demande au ministère de l'Éducation afin de pouvoir avoir un programme sport-études. Et du côté sportif, la reconnaissance vient des différentes fédérations sportives. Donc, en tennis, nous, on doit nous envoyer un plan de 5 ans. On étudie le plan et après ça, on donne notre accord ou le nouveau mandataire doit refaire quelques modifications à son plan. Bon, par contre, le ministère impose certaines exigences, comme par exemple une certification minimale de niveau 3 pour l'entraîneur-chef d'un programme sport-études. Puis cet entraîneur-chef-là doit être impliqué à temps plein dans le programme, doit être sur le terrain, il doit encadrer ses entraîneurs, doit faire la planification annuelle du programme, c'est lui qui va s'occuper des bulletins, les réunions avec les écoles, la communication, et ça sera mon contact également à la fédération.
Pour rendre ça tout officiel, un protocole d'entente est signé entre l'école, la commission scolaire, le mandataire, en fait, c'est le club de tennis ou l'académie et Tennis Québec, afin de s'entendre sur les responsabilités de chacun. Et ce protocole d'entente-là est renouvelé à tous les 4 ans. Les avantages du programme, en fait, le plus gros avantage, vous le connaissez probablement, c'est les horaires adaptés. Donc, nous, en tennis, les jeunes vont à l'école le matin et s'entraînent l'après-midi. Il y a également d'autres avantages qui sont possibles, comme l'aide au transport, l'aide à la pension, le tutorat. Il y a même certaines écoles qui offrent de la physiothérapie, de l'entraînement physique, ça qu'il faut vérifier auprès des écoles parce que les avantages varient d'une école à l'autre. Et pour avoir droit à ces avantages-là, les étudiants athlètes doivent avoir un statut. Il y a 4 statuts qui existent, le statut excellence, le statut élite, relève et espoir. Et le statut espoir, qui est le statut minimal, les étudiants athlètes doivent être, entre autres, membres de Tennis Québec, s'entraîner un minimum de 15 heures semaine pendant 44 semaines, un minimum de 10 tournois, et être dans une démarche vers l'excellence. Ça veut dire faire le circuit de sélection de Tennis Québec, pour les joueurs un peu plus vieux, tournoi ITF, WTA ou ATP. Maintenant, les noms sport-études et programmes sport-études sont protégés par la loi sur le marque de commerce depuis 2005. Donc, seules les écoles et les mandataires reconnus peuvent les utiliser dans leur publicité. Là, vous voyez, sport-études est barré, c'est qu'il y a certaines écoles qui ont des programmes spéciaux, comme par exemple Collège Sainte-Anne à la Chine, l'Académie Sainte-Thérèse. Ils ont des programmes qu'on appelle sport élite ou concentration sport parce que, vous vous souvenez, ils ne peuvent pas appeler ça des programmes sport-études. Ces programmes-là ne sont pas régis par le ministère. Donc, ce sont des programmes qui ont été mis sur pied par des écoles. Et ces programmes-là ne sont pas reconnus sport-études par le ministère. Au niveau primaire, il n'existe pas de programme sport-études reconnu. Par contre, il y a certaines écoles qui offrent des concentrations en sport ou des projets pédagogiques particuliers. Ces écoles-là, à vocation sportive, visent le développement global de l'enfant, donc de la maternelle à la 6e année du primaire par l'activité physique et un programme qui porte sur les saines habitudes de vie. Et naturellement, il y a un horaire adapté. Donc, après le secondaire, on continue les études. Donc, il y a l'Alliance Sport-Études, qui est l'organisme qui gère tout ce qui se passe au niveau du cégep et de l'université. Donc, l'Alliance Sport-Études est reconnue et subventionnée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Puis, l'Alliance regroupe 45 collèges, le cégep à distance et 9 universités. Puis, naturellement, la mission est semblable à celle du sport-études secondaire, c'est de soutenir, encadrer et contribuer à la réussite et à la persévérance scolaire et sportive des étudiants athlètes québécois. Le système est un peu différent du secondaire. Donc, tantôt, je vous disais qu'au secondaire, les étudiants athlètes allaient à l'école le matin et s'entraînaient l'après-midi. Tandis qu'au cégep et à l'université, c'est que l'établissement scolaire va essayer d'arranger l'horaire pour rentrer le moins possible en conflit avec les périodes d'entraînement. Et naturellement, il faut avoir minimalement un statut espoir pour avoir droit à ce programme-là. Le rôle maintenant de l'Alliance, c'est de créer des collaborations avec les établissements postsecondaires, donc les cégeps, les universités, puis ainsi que les fédérations sportives. Donc, je suis la personne ressource pour Tennis Québec auprès de l'Alliance Sport-Études. Et l'Alliance assure aussi la promotion, la mise en valeur et la reconnaissance de la réussite scolaire et sportive à travers différentes rencontres. Ils ont également une fondation. Ils ont remis jusqu'à maintenant 2 millions de dollars en bourse depuis sa création. Donc, en conclusion, au niveau primaire, il n'y a pas de programme sport-études, mais il y a des programmes, certaines écoles ont des programmes particuliers. Au secondaire, il y a vraiment le programme sport-études. Et au niveau du cégep et l'université, il y a l'Alliance Sport-études qui offre des services aux étudiants athlètes. Donc, voilà pour le programme sport-études.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter donc, les programmes universitaires et collégiales. Donc, ces deux programmes qui sont intéressants comme option après le secondaire sont moins connus, donc je vais profiter aujourd'hui pour vous en parler un petit peu. Donc, Tennis Québec a deux programmes qui permettent aux étudiants du cégep et de l'université de continuer à jouer au tennis en équipe et de faire des compétitions contre d'autres équipes. Donc, si on commence par la Ligue collégiale, c'est un programme qui offre la possibilité aux étudiants à temps plein de s'entraîner en équipe 1 à 2 fois par semaine et de jouer des matchs contre d'autres équipes. Donc, les entraînements vont avoir lieu la semaine et la fin de semaine, ça va être les matchs. Puis, ça va être les matchs où est-ce qu'il va y avoir des déplacements pour aller jouer contre d'autres équipes au Québec, donc contre d'autres cégeps. La saison a lieu de septembre à janvier et les meilleures équipes vont jouer un championnat final en février. Pour s'inscrire donc dans ce programme-là, il faut contacter le responsable de sport du cégep ou l'entraîneur de l'équipe. Donc, vous pouvez consulter notre site web. Je vais vous montrer tantôt où il y a toutes les informations donc, pour avoir les coordonnées de la personne contact de chaque équipe. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les équipes vont faire des camps de sélection et vont prendre les meilleurs joueurs pour composer une équipe. Donc, il y aura une équipe masculine et une équipe féminine. C'est environ 10 gars et 6 filles. Puis, les coûts vont dépendre pour chaque équipe, mais normalement, ils vont varier entre 300 et 600 $ pour toute la saison. Donc, je vais vous montrer les équipes qui ont offert ce programme en 2019-2020. Donc, c'est divisé en deux sections. Il y avait la section sud-ouest, où il y avait le cégep de Drummondville, cégep de Victoriaville, Collège Brébeuf et André Grasset. Puis, la section nord-est, avec le cégep de Sainte-Foy, cégep Garneau et cégep de Jonquière. Donc, à chaque année, il y a des nouvelles équipes qui s'ajoutent. Il y en a d'autres qui se retirent dépendamment s'ils sont capables de former des équipes. Donc, les équipes cherchent à chaque année des joueurs et surtout des joueuses aussi pour compléter les équipes, parce que des fois, il y a des équipes qui sont capables juste d'avoir une équipe masculine. Ils cherchent vraiment pour pouvoir créer une équipe féminine aussi. Et si jamais il y a des étudiants donc, qui désirent créer une équipe, donc parce que leur cégep n'est pas dans la liste qui vient d'être mentionnée, donc n'hésitez pas à m'écrire, parce que si on voit qu'il y a une forte demande dans un cégep, on peut se mettre en contact pour l'école et voir s'il y a la possibilité donc, de créer une équipe. Par exemple, l'année passée, à Victoriaville, il y avait une bonne demande. Il y a des étudiants qui se sont mis ensemble, puis finalement, ça a bien marché. On a pu inclure le cégep de Victoriaville dans la Ligue. Du côté universitaire, c'est semblable à la Ligue collégiale. Donc, les équipes vont s'entraîner 2 à 3 fois par semaine au tennis et il va y avoir aussi des entraînements physiques. La Ligue universitaire est un petit peu plus longue, donc elle dure de septembre à avril. Elle s'adresse aux étudiants qui sont à temps plein et qui ont moins de 28 ans. Donc, pour les inscriptions, ça va être un peu la même chose. Donc, il va y avoir des camps de sélection. Normalement, c'est au mois d'août-septembre. Et les coûts vont être un peu plus élevés qu'au collégial. Ce n'est pas commun, mais il y a certaines équipes qui peuvent offrir des bourses. Sinon, il y a une autre option qui n'est pas un programme de Tennis Québec, mais c'est l'option de la NCAA. La NCAA, c'est un circuit de compétition universitaire aux États-Unis qui regroupe plusieurs sports. Donc, le tennis est dedans. Et c'est un peu l'équivalent de la Ligue universitaire qu'on a ici au Québec, mais aux États-Unis. Donc, ça va être une ligue qui est plus grosse, où il va y avoir plus d'équipes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de bourse. Donc, sur notre site, dans la section étudiants athlètes, il y a une agence de recrutement qui s'appelle Sport Ambition, que vous pouvez aller voir les services qu'ils offrent. Et c'est par là que beaucoup d'athlètes ont passé pour avoir des bourses aux États-Unis. Je vous montre les universités ici au Québec qui offraient le programme l'an passé. Donc, il y avait l'Université de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, Université McGill, Université de Concordia et l'École de technologie supérieure. Donc, si vous avez d'autres demandes sur les circuits collégiales, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Alors, à moins qu'il y ait des questions pour Damien, je vais tout de suite enchaîner avec
un des gros morceaux de la présentation, donc par rapport à la structure des tournois sanctionnés. Donc, avant de commencer, j'aime toujours commencer sur une bonne note, surtout en cette période. Je pense qu'on a de quoi être fiers quand même. Dans le fond, comme vous pouvez voir, on peut se targuer d'avoir la meilleure offre de compétition parmi toutes les fédérations sportives au Québec. En fait, on a obtenu le score maximal pour le critère régie des compétitions dans le cadre du programme de soutien aux fédérations sportives québécoises. On est toutefois conscient qu'il y a encore des choses à améliorer, évidemment, et je crois qu'il y en aura toujours. Mais soyez assurés que nous travaillons en ce sens-là. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter un autre membre de l'équipe si ça concerne peut-être un peu plus son champ d'expertise. On est toujours ouvert à discuter avec vous. Donc, premièrement, je voulais parler du nombre de participants et du nombre de tournois, qui est quand même un sujet qui revient aussi assez fréquemment. Évidemment, nous, nos objectifs, c'est d'organiser évidemment une grande quantité, une grande variété de tournois pour toutes les catégories d'âge, avec le moins de restrictions possible au niveau des inscriptions. Évidemment, on veut servir tous nos membres, leur offrir des opportunités de jeu intéressantes, peu importe leur niveau et leur expérience. Ça, c'est super important aussi. On est la fédération de tous les membres. Faut dire que quand même, depuis 5 ans, l'offre a été bonifiée vraiment au niveau des tournois. On voit que c'est en progression constante. Bon, évidemment, cette année, avec la situation actuelle, ça a été un petit peu plus compliqué là, avec l'annulation de plusieurs tournois. Mais depuis quelques années, on voit que vraiment l'offre est de plus en plus large. Ce qu'on doit faire en général, c'est fixer des limites de participants qui sont réalistes en fonction du contexte. Et là, comme vous pouvez voir en bas de la diapositive, la logistique à ce niveau-là est quand même assez complexe. Premièrement, c'est sûr que le plus difficile, souvent, c'est la disponibilité des terrains. Donc, il y a une grande pression pour essayer de trouver des terrains et les avoir disponibles, surtout lors de la saison intérieure. On est un peu aussi victime de notre popularité. Le tennis a un grand engouement, encore plus cette année, et c'est effectivement difficile d'obtenir les heures de terrain. Aussi, les tournois doivent en général se jouer sur 2 jours, donc le week-end, puisque durant l'année scolaire. 2 matchs par jour maximum pour les joueurs, pour leur bien-être, évidemment. On veut aussi éviter que les plus jeunes jouent trop tard, donc une heure limite pour le début des derniers matchs lors des tournois. Évidemment, on veut laisser suffisamment de temps aux joueurs de se reposer entre 2 matchs, donc pour manger. Donc, ça prend un temps de pause aussi. Et aussi, on ne se le cachera pas, il y a des limites au niveau du système d'inscription VR. Donc, ça, c'est la plateforme sur laquelle vous inscrivez votre enfant ou vous inscrivez pour les tournois. Malheureusement, le système VR ne permet pas une gestion complète ou parfaite là, vraiment de ce côté-là. Comme je dis, ils ont des limites et c'est une plateforme qui nous est imposée, donc c'est une plateforme nationale, donc elle est utilisée par toutes les associations provinciales de tennis au Canada. Et on est conscient que certains d'entre vous pouvez avoir des difficultés d'utilisation, mais malheureusement, de notre côté, on ne peut pas apporter des modifications par nous-mêmes au système VR. Donc, de ce côté-là, c'est sûr, c'est un petit peu plus limité. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés, si vous voyez des bugs ou je sais que dernièrement, il y a eu des mises à jour au niveau de l'interface, il y a eu des petits problèmes aussi de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter directement. Puis moi, je peux essayer de voir après pour faire le message aussi soit à Tennis Canada ou à VR pour essayer de régler le problème. Donc, ça, on en est bien conscient et on travaille toujours en ce sens-là. On voulait aussi parler des procédures de tirage. On sait que des fois, c'est peut-être un petit peu mystérieux, du moins. Donc, on voulait peut-être démystifier un petit peu plus là, ces procédures-là. Donc, premièrement, pour les tirages, les têtes de série, quand il y en a, elles sont basées, dans le fond, sur le classement Junior Rogers, qui est mis à jour par Tennis Canada, comme dit Andréane, la veille du tirage. Pour les étapes et les championnats québécois, souvent, comme vous le savez, les qualifications ont lieu un week-end et 2 semaines après, c'est le tableau principal, mais tous les tirages sont faits en même temps en fonction du classement qui est avant le début des qualifications. Donc, si le classement change en cours de route entre les qualifications et la présentation du tableau principal, il n'y a pas de changement de ce côté-là. On utilise vraiment le classement au moment de faire le tirage avant les qualifications. Maintenant, les tirages sont entièrement aléatoires. Il n'y a plus aucune séparation en fonction du club d'appartenance au premier tour. Donc ça, c'est un changement qui est entré en vigueur en mai 2020. Bon, évidemment, il n'a pas pu être mis en pratique très longtemps, mais ça, c'est très important de le mentionner. Puis en fait,
il y en a beaucoup qui se posaient un peu la question là, à savoir c'était pourquoi. Ben, c'est qu'il y a eu une analyse un peu des tableaux avec la séparation par club, puis on a observé que ça venait fausser au final les probabilités d'adversaires et que ça avantageait souvent les plus gros clubs qui avaient plus de joueurs, par exemple, dans le tournoi. Donc, évidemment, par souci d'équité, la commission des entraîneurs s'est penchée sur la question et ultimement a voté pour qu'il n'y ait plus de séparation par club au premier tour. Et comme j'ai dit, le changement est entré en vigueur en mai dernier. Par exemple, il y a une exception évidemment pour ça. En fait, au niveau de la séparation, c'est pour comme vous voyez, les étapes et les championnats québécois. Les qualifiés sont séparés au premier tour au niveau du tableau principal pour pas évidemment que 2 qualifiés s'affrontent dès le début. Et comme je disais, c'est entièrement aléatoire parce que dans le fond, c'est le logiciel Tournament Planner qui fait le tirage lui-même. Donc, on a juste une coche une case à cocher, pardon, et c'est fait automatiquement. Je vous assure que c'est un processus impartial. L'intégrité de nos tableaux et de nos tirages est primordiale pour nous. C'est vraiment le hasard qui décide. On n'a pas d'intérêt de ce côté-là. Donc, si des fois votre enfant ou vous affrontez le même joueur quelques fois au premier tour, bien, très honnêtement, c'est le hasard. Et c'est sûr aussi que quand les tableaux sont plus petits, il y a plus de chances de s'affronter au premier tour. Même chose, évidemment, les têtes de série ne peuvent pas s'affronter au premier tour. Et souvent, on ne se le cachera pas, c'est les mêmes joueurs aussi qui finissent par des fois jouer les tournois. Donc, c'est vraiment le hasard de ce côté-là. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des tirages, comme je vous ai dit, c'est vraiment les procédures sont bien établies, même à travers le monde pour les tirages. On les suit très strictement. Il n'y a pas de décision subjective de ce côté-là. Donc, on veut vraiment que ça soit objectif. Et si vous avez des questions par rapport aux procédures de tirage, je vous invite à consulter notre site Internet là, dans la section Règlement et politique. Vous allez probablement trouver la réponse à votre question dans un de nos documents. Ils sont bien classés par thème. Mais si vous avez une autre question et qu'elle n'est pas répondue, n'hésitez pas évidemment à me contacter. Maintenant, les politiques pertinentes, je voulais surtout attirer votre attention sur, par rapport un peu plus au niveau, je dis, disciplinaire. Donc, premièrement, il y a la politique au niveau des forfaits et des retraits. Donc, vous êtes sûrement assez familier avec le principe, mais pour les forfaits et les retraits, évidemment, vous avez le droit jusqu'à 3. Quand il y a 3 défauts sur une période de 52 semaines qui est en continu, le joueur sera suspendu normalement pour 3 mois. Évidemment, quand même, dès qu'il y a un défaut, donc dès le premier défaut, on envoie un avis par courriel au joueur pour l'aviser. Donc, à ce moment-là, il en a connaissance et il peut ajuster le tir de ce côté-là. Il y a quand même, dans certains cas, la possibilité de contester le 3e défaut pour certains motifs précis. Donc, vous pouvez vous référer à la politique de ce côté-là. Évidemment, avec la COVID-19, on n'a pas eu le choix que de mettre une politique spéciale aussi pour tenir compte, là, évidemment, de la situation donc, quand on a des symptômes ou autres. Donc, il y a quand même de ce côté-là, la politique spéciale dans le contexte de la COVID qui sera peut-être encore nécessaire pour quelques temps. Et je tiens quand même à mentionner que même si les tournois sont arrêtés actuellement depuis la fin septembre, les défauts continuent tout de même de s'effacer de ce côté-là. Au niveau du permis de conduite, les infractions, donc dans le fond, c'est vraiment par rapport aux infractions qui sont commises durant les tournois, donc au niveau de la conduite des joueurs ou aussi des renversements d'appels de balles. Encore une fois, ça aussi, c'est comptabilisé sur un cycle de 52 semaines. Et il peut y avoir une suspension après un certain nombre déterminé là, de points d'inconduite. Et comme je disais, un peu comme pour les défauts, les points d'inconduite continuent aussi de s'effacer actuellement. Donc, évidemment, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui s'ajoutent. Il y en a qui s'enlèvent. Et ces points-là, normalement, sont comptabilisés par les arbitres et nous sont transmis là, par la suite. Donc c'est vraiment là, de ce côté-là les 2 politiques que je voulais plus vous mentionner. Mais il y en a d'autres aussi, comme je disais, sur notre site Internet. Un autre enjeu et un sujet de discussion, j'en suis sûr, c'est au niveau de l'inscription au tournoi. Donc, en général, comme vous le savez, malheureusement, la majorité de nos tournois ont une limite de participants. Surtout, je dirais que c'est encore plus criant au niveau de la saison intérieure, comme je disais, avec les terrains qui sont limités, la disponibilité. Par exemple, l'exception, c'est les étapes et les championnats québécois qui sont ouverts à tous. Donc, évidemment, c'est les tournois les plus relevés. Il y a aussi certains tournois, des fois à l'extérieur, comme cet été, il y a eu celui de Repentigny, là, où il y avait toutes les catégories, pour ainsi dire. Il y a eu, je pense, près de 300 joueurs. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de limite non plus, mais c'est sûr que c'est plus l'exception que la règle. Donc, quand on a une limite de participants, c'est sûr que ça nous force des fois à faire à mettre en place certaines mesures justement pour
tenir compte des restrictions qu'on a. Donc, notamment, il y a eu des restrictions qui ont été adoptées au niveau de l'âge d'admissibilité pour les tournois 2 étoiles, donc pour s'assurer que les joueurs de la catégorie concernée aient la chance de les jouer. Donc, ça restreint les années d'admissibilité. Il y a aussi, tout récemment, en fait, là, il y a une semaine ou deux, un changement qui concerne l'âge d'admissibilité pour les tableaux de réserve des étapes et des championnats québécois, donc qui a été voté encore une fois par la commission des entraîneurs. Donc ça, c'est disponible sur notre site Internet. Et forcément, pour essayer de faire jouer le plus de joueurs possible, mais dans une période qui est encore fixe, donc exemple un week-end, il y a eu des changements à certains formats de matchs, justement, pour permettre à plus de gens de participer. Donc, notamment, dans certains matchs, au lieu du 3e set, c'est un super bris d'égalité. Certains formats, c'est des Pro 8. Donc, on peut comprendre que des fois, ça peut venir un peu altérer. En tout cas, du moins, je sais que ça peut venir un peu altérer des fois l'essence du sport, mais en même temps, il faut être créatif. Puis je pense que aussi le but, c'est justement que la participation soit la plus grande de ce côté-là. Et vraiment, au niveau des inscriptions, le système actuel, c'est le premier arrivé, premier inscrit. Donc, souvent, les inscriptions sont lancées le lundi matin à 9 h. Et on le sait, qu'on est conscient que ça peut créer un peu de la frustration de ce côté-là. Mais puis c'est pour ça aussi qu'on essaie de voir comment on peut améliorer le système, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur système qu'on peut mettre en place, là, comme je dis, notamment compte tenu des limites de la plateforme VR. Mais on avait aussi un projet pilote là, en étroite collaboration avec Tennis Canada, qui a été testé justement pour une nouvelle méthode d'inscription. Donc, c'était un peu basé sur le principe que l'inscription était ouverte à tous pour une certaine période. Puis après, au hasard, les gens étaient tirés. Et à ce moment-là, on les invitait à prendre part au tournoi. Mais malheureusement, ça n'a pas été concluant. C'était en fait très, très lourd administrativement parlant, surtout au niveau du paiement des frais d'inscription. Donc, ça ajoutait vraiment une grosse charge de travail de ce côté-là. Donc, malheureusement, ça n'a pas été concluant, mais on continue quand même à chercher et essayer de trouver des alternatives pour améliorer encore plus ce système-là. Je ne sais pas s'il y avait une question. Est-ce qu'on lui répond tout de suite, je crois? On peut peut-être, Martin, terminer la section et ensuite parfait. On y reviendra parfait avec la question de M. Collin. Excellent. Donc, au niveau de la gestion des plaintes aussi, c'est ça. Premièrement, on a la politique qui concerne le comité de discipline et le comité d'appel de Tennis Québec. Encore une fois, je vous réfère à notre site Internet. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que pour que le processus disciplinaire s'enclenche, ça nous prend vraiment une plainte formelle par écrit et la personne, donc le plaignant ou la plaignante, doit participer tout au long du processus. Donc, souvent, des gens vont nous donner de l'information de manière un peu informelle. C'est quand même l'information qui est pertinente, mais le problème, c'est que si ce n'est pas une plainte formelle, à ce moment-là, nous, on ne peut pas enclencher le processus de ce côté-là. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça ne peut pas nécessairement mener ultimement à peut-être une audience devant un comité et peut-être des possibles sanctions s'il y a effectivement violation de certaines règles ou du code de conduite. Donc, c'est important là, de garder ça en tête que si vous avez peut-être une plainte à formuler, mais il faut être en mesure de pouvoir la déposer officiellement et de la poursuivre tout au long du processus. Et je tiens juste à rappeler en fait qu'il ne faut jamais oublier que le tennis, c'est un jeu avant tout. Le plaisir et le respect doivent primer. Surtout à l'heure actuelle avec le mouvement du sport sécuritaire, donc le safe sport. Et je suis content de voir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Et que c'est une des priorités de Tennis Québec au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est sûr que c'est toujours bon de se le rappeler. Évidemment, les écarts de conduite, on en a eu certains au courant des derniers mois, de la dernière année. Donc, soit les joueurs ou leur entourage, c'est pas acceptable. Il faut vraiment on veut que l'atmosphère soit agréable. Oui, évidemment, on veut gagner. Il y a quand même un certain aspect compétitif. On veut que ça soit fait dans le respect, que ce soit agréable pour tout le monde. Donc, on ne veut pas un environnement toxique où les gens ne se sentent pas en sécurité. Donc, c'est important, je pense, pour tout le monde de montrer l'exemple aux jeunes et à tout le monde. Donc, on compte aussi évidemment sur nos membres pour nous aider là-dedans. Évidemment, je ne peux pas terminer ne parlant pas en fait des défis de la pandémie pour les tournois. Donc, comme vous le savez, évidemment, plusieurs tournois annulés en 2020, donc de la mi-mars à la fin juillet. On a eu une période d'accalmie où on en a bien profité et les gens étaient au rendez-vous. On vous en remercie. Et malheureusement, à la fin septembre, on a dû fermer encore boutique. Et c'est au moins jusqu'à la mi-janvier. Donc, on verra. On croise les doigts, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite.
Donc, évidemment, ce contexte-là, beaucoup d'incertitudes, d'instabilité, ça rend la planification à long terme difficile. Je sais que normalement, mes prédécesseurs essaient de planifier des mois à l'avance les tournois et lancer les inscriptions. Évidemment, comme vous le savez, là, la situation évolue rapidement. Il y a des nouvelles directives et évidemment, c'est impossible de prévoir quand est-ce qu'on pourra revenir vraiment un retour à la normale. Donc, on verra avec le vaccin. Mais donc, ça, c'est sûr que ça complexifie grandement notre tâche de ce côté-là. Et aussi, l'autre défi qu'on a, c'est qu'on est dépendant malheureusement envers les clubs hôtes parce qu'on n'a pas nos propres installations. Donc, c'est sûr que pour nous, les CR des terrains, ce n'est pas toujours facile. Déjà, en temps normal, donc avec la COVID, c'est encore plus difficile. Et évidemment, c'est ardu même pour les clubs. De leur côté, ce n'est pas une situation facile non plus. Donc, d'accueillir des tournois actuellement, encore là, pas beaucoup de terrain. Et souvent, ils essaient de rattraper des activités qui ont été annulées ou de les offrir à leur clientèle régulière aussi. Donc, c'est vraiment les défis à l'heure actuelle et on travaille fort pour essayer de les surmonter. Mais c'était juste pour vous donner un peu le topo de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, ça conclut ma partie. Je ne sais pas si vous avez des... Mais je sais qu'il y avait une question de M. Collin. Donc, voilà. M. Collin qui nous demande, pourrait-il y avoir des tournois de 3 étoiles où les joueurs et joueuses sont choisis en fonction du classement plutôt que premier arrivé, premier servi? C'est sûr que honnêtement, c'est une bonne suggestion. Je sais que notamment à l'automne, on a eu un tournoi à Québec qui a remplacé un peu. Il y avait un tournoi ITF qui a été annulé, mais c'est un tournoi 4 étoiles, donc c'était l'Open Fradette. Puis à ce moment-là, c'est vrai que cette base-là, ça avait été déterminé sur les gens s'inscrivent et après, en fonction du classement, exemple, dans ce cas-là, c'était les 32 meilleurs garçons, les 32 meilleures filles qui étaient inscrits, pouvaient rentrer dans le fond. Puis à ce moment-là, mais tout le monde pouvait s'inscrire. Puis après, évidemment, les gens qui ne faisaient pas la coupure, malheureusement, étaient remboursés. Donc, c'est vrai que c'est un scénario qui pourrait peut-être être appliqué à d'autres tournois. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres... Oui. En fait, je peux peut-être renchérir. En fait, oui, vas-y, Antoine. Le souci logistique qu'on a avec le système est qu'il est impossible de déterminer un classement donc à la base. Donc, au moment de l'inscription, ça, c'est pas possible de le mettre comme critère. Le seul critère qui est possible, c'est le nombre de places et également donc l'âge des participants. Donc, ça, c'est d'entrée de jeu. Un des soucis qu'on a avec la question d'une inscription par classement, donc, c'est que les inscriptions sont habituellement ouvertes 45 jours. Donc, c'était la pratique, 45 jours à l'avance. Et donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas déterminer le classement des joueurs et joueuses à ce moment-là. Donc, il y aurait cette décision qui devrait être prise donc, au moment du tirage. Ce qui fait que les gens ne pourraient pas planifier leur participation. Donc, le tirage est toujours le vendredi, la semaine d'avant, donc normalement 8 jours à l'avance. C'est le seul moment où on pourrait donc déterminer qui participe et qui ne participe pas. On sait que pendant, par exemple, la saison estivale, des fois, ça permet de dire, on va dans un tournoi et on prend des vacances en même temps. Et donc, toute cette question-là de gestion de la participation devient impossible, malheureusement, en fonction du classement. Et c'est là, quand on explique que des petits soucis avec VR, la plateforme VR, c'en est un où la force des joueurs et joueuses ne peut pas déterminer la participation. Puis d'un point de vue logistique, ça devient extrêmement difficile. Et voilà. Si je peux... J'aimerais surenchérir là-dessus également. C'est que dans le passé, pour ceux qui sont là depuis longtemps, dans le passé, effectivement, Tennis Québec organisait de nombreux tournois selon les cotes. Donc, pour ceux qui étaient là, comme je dis, il y a plusieurs années, donc on avait des 1100 points, des 100 points moins, des 1500 points moins. Donc, c'est officiel que de notre côté, on aimerait effectivement organiser ce genre de tournoi-là parce que ça permet à des joueurs vraiment plus du même niveau de pouvoir s'affronter les uns les autres. Malheureusement, comme dit Antoine, il y a des limitations à notre système. On espère effectivement que Tennis Canada est à l'écoute et on va réussir à faire changer certaines choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas de notre ressort, malheureusement. Si je peux juste ajouter là-dessus, parce qu'effectivement, c'est vraiment une bonne question. On en a fait un, comme Martin disait, là, un tournoi à Québec, comme ça, avec les... Dans le fond, tout le monde pouvait s'inscrire, puis par la suite, la sélection se faisait selon le classement. Et le tournoi a été coté 4 étoiles.
c'est que le souci dans ça, ou la difficulté, donc la difficulté, c'est d'avoir des tournois où la cote reflète vraiment la force du tournoi. Donc, dans le cas du tournoi de Québec 4 étoiles, on s'est dit, ben, on pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'inscrire et que vu qu'on allait avec la force, ben, à ce moment-là, on savait que les joueurs allaient être forts. Donc, la cote du tournoi allait refléter vraiment la force du tournoi. Donc, c'est juste, il faudrait se poser la question au niveau d'un classement, d'une cote 3 étoiles, comment on pourrait arriver à faire ça. Et pour l'instant, c'est difficile, comme Jean-François le mentionnait, c'est difficile. On peut le faire pour un 4 étoiles. Pour un 3 étoiles, il va falloir se poser la question. Alors, je vois ici une autre question et si jamais il y avait des commentaires là-dessus, M. Collin ou autre, n'hésitez pas à nous dire également. Sinon, on a une autre question de Anne-Marie Lévesque qui aimerait savoir, donc la question s'adresse à Andréane, quand le nouveau classement universel pour les tournois ITF entrera en vigueur et où peut-on le consulter? Donc, l'ITF ont sorti sur la plateforme de l'ITF, tout ce qu'on a comme information pour l'instant, c'est juste que ça s'en vient. Donc, on n'a pas encore eu de date où ça va être effectif. Il faut dire que les tournois ITF sont probablement arrêtés un peu partout dans le monde. Donc, on n'a pas encore la date à laquelle ça va être effectif, mais on va s'assurer de pouvoir vous le communiquer, puis également s'assurer de vous dire à quel endroit vous pouvez consulter ce nouveau classement-là, c'est certain. Je vois une autre question. Comme certaines provinces, exemple Ontario, ont continué à faire des tournois tard cet automne. Pourquoi le classement n'a pas été gelé? C'est que dans le fond, c'est ça Jean-François, tu pourras peut-être en parler également. Là. Il y a eu de nombreuses rencontres entre tous les directeurs généraux des provinces et Tennis Canada. Et tout le monde s'entend pour dire que lorsqu'une province permet d'avoir des tournois, ben, tout le monde veut que les jeunes puissent jouer des tournois. Et une des motivations à jouer des tournois, c'est bien sûr les classements. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été gelé, sauf que, comme je le disais précédemment, la solution va arriver très bientôt. Début janvier, je pense qu'on va être capable de vous annoncer la solution qui a été mise en place par toutes les provinces et Tennis Canada, justement pour pas que le décalage soit trop grand entre les provinces qui ont réussi à jouer des tournois et les provinces qui n'ont pas réussi à jouer de tournois. Je ne sais pas, Jean-François, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, tu as participé à toutes ces rencontres-là. C'est une excellente question. Puis, disons qu'on a mis beaucoup de pression pour que ça se fasse, parce qu'on voulait effectivement que ce soit juste pour toutes les provinces. Malheureusement, on est une province parmi tant d'autres au Canada, et ça n'a pas été effectivement accepté, cette proposition qu'on avait de geler le classement dès qu'on a commencé à avoir des problèmes avec la pandémie. Donc, on fait partie du Canada. Malheureusement, dans certains cas, c'est très avantageux. Dans d'autres cas, ben, parfois, ça nous désavantage. Puis au niveau du classement également, ce qui a été bien, c'est que durant la période d'accalmie, juillet, août, où on a réussi à jouer, donc on a réussi à jouer des tournois, donc 4 étoiles et nos championnats québécois. Donc à ce moment-là, il y a eu des points qui ont été faits également. Donc gelé, non gelé, c'est une question difficile et qui continue en fonction d'un système qui est national. Donc on s'est rendu compte qu'en cas de COVID, ça peut être problématique. On a une autre question de Martin Goupil pour le circuit collégial. Advenant une reprise des compétitions cet hiver, est-ce qu'il y aura une possibilité que les compétitions soient reprises et décalées plus tard que la fin qui est habituellement prévue en février? Damien. Parfait. Donc, pour vous tenir informé, la Ligue collégiale elle a été annulée cette année. Donc, la Ligue collégiale, pour vous donner des précisions sur ce que j'ai dit tantôt, donc, elle a lieu de septembre à février. Puis la Ligue universitaire, c'est septembre à avril, mais la Ligue universitaire commence en janvier la saison. Avant, ça va être plus des tournois individuels et tout ça. Et la raison, c'est parce qu'on n'a pas, comme Martin parlait un petit peu pour les tournois, donc c'est la même chose pour les ligues collégiales et universitaires. On a de la difficulté aussi à avoir assez de terrain pour les rencontres. Donc, c'est une des raisons pourquoi la Ligue collégiale est avant la Ligue universitaire et elles ne sont pas lieu en même temps. Donc, la Ligue collégiale pour cette année, elle a été annulée. Puis, la Ligue universitaire, il y a peut-être une option, dépendamment de ce qui arrive avec la situation, pour la faire justement de février à avril.
Donc pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir une saison. C'est sûr que si jamais les choses vont bien, puis nous, on se rencontre, puis on essaie de pouvoir donner la chance aux joueurs de jouer. Donc, s'il y a quelque chose qui est possible, peut-être un événement ou quelque chose de même, on va voir s'il y a la possibilité. Mais une saison comme les autres années, c'est sûr que ça ne sera pas possible, principalement à cause des terrains dont on a besoin. Excellent. Et donc, je vois une autre question est arrivée là, de Mélanie. Regardez-vous la possibilité de permettre aux athlètes du Québec de jouer dans 2 catégories distinctes, comme en Ontario, afin de permettre aux jeunes de jouer plus de matchs? Sylvie, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Oui, en fait, ce n'est pas interdit, ce n'est pas recommandé. La différence entre nous et l'Ontario, c'est habituellement en Ontario, lorsqu'un club est hôte d'un tournoi, ils ont plusieurs catégories. Ils ont de 10 à 18 dans le même club. Nous, au Québec, c'est assez rare que ça arrive. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est comme Martin l'a mentionné tout à l'heure, on a des problèmes de terrain. Donc, c'est sûr qu'on va privilégier qu'on ait plus de joueurs différents qui puissent jouer un tournoi le même week-end. Donc, si dans le futur, on a plus de terrain, on a des clubs qui veulent recevoir plus de catégories en même temps, bien, peut-être à ce moment-là, ce serait une option. Oui, puis c'est ça. Puis au niveau de la participation, on a vu par exemple l'engouement lors du tournoi à Repentigny, où il y avait toutes les catégories. Je pense qu'on a eu au-delà de 300 inscriptions et ça, c'était des inscriptions uniques. Donc, on voit donc cette participation de permettre à chacun de jouer dans une catégorie seulement, mais permet d'ajouter à la participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au tournoi ou est-ce qu'on poursuit avec la prochaine section? Je pense que… Ah oui! Nicole Carpéan qui dit « Est-ce qu'il y a possibilité que 2 clubs fassent un tournoi entre leurs sportifs? » Donc, j'imagine que ça fait référence là, en ce moment au niveau de la COVID. Est-ce que c'est bien ça la nature de la question? Je ne sais pas si… Nicole aimerait préciser, peut-être juste d'ajouter là, verbalement. Oui, s'ils peuvent organiser. Donc, en ce moment, il n'y a aucune compétition qui est permise. Donc, la seule pratique qui est permise en fonction des directives du gouvernement et de la santé publique, c'est la pratique en simple, récréative, donc aucune compétition. Et bon, le programme sport-études a une dérogation à ce niveau-là. La seule distinction, si vous voyez plus que 2 personnes sur un terrain, c'est que c'est de la même bulle familiale ou à la même adresse, mais sinon, ce n'est que dans un contexte récréatif en ce moment. J'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'équipe veut ajouter quelque chose. Et en temps normal, Antoine, ce serait la même question, mais est-ce que 2 clubs pourraient effectivement organiser des compétitions entre elles sans que d'autres clubs puissent y participer? Bien, c'est sûr qu'il y a cette possibilité-là. Toutefois, d'un point de vue de sanction, évidemment, là, ça causera un problème parce que ce n'est pas une participation donc, qui pourrait être sanctionnée, mais ce serait encouragé, là, dans le fond, d'avoir un contexte, de ce que je comprends, un contexte compétitif entre les clubs. Andréane, je pense que tu avais quelque chose que tu voulais ajouter? Non, mais tu viens juste de répondre justement, c'est qu'il y aurait un problème au niveau de la sanction du tournoi. Ça ne pourrait pas être un tournoi sanctionné parce qu'ils doivent être ouverts à tous nos licenciés. Ouais. Ceci dit, le système VR permet à ce que les résultats soient enregistrés, mais ils ne peuvent pas être sanctionnés, donc ne peuvent pas être acheminés à Tennis Canada là, pour passer au classement. J'espère que ça répond. On a une autre question ici. Avant, Tennis Québec permettait à partir de septembre de jouer dans un niveau supérieur. Ce n'est plus le cas. Oui, donc effectivement, il y a eu en septembre, c'est ça, il y a eu certains tournois là, où, dans le fond, normalement, les gens avaient, à partir du 1er septembre,
c'était sous l'impression qu'on pouvait s'inscrire dans le fond d'être une année plus jeune. En fait, cette règle-là et cette logique-là est applicable pour les étapes normalement là, qui commencent à l'automne. Donc, évidemment, parce que le circuit de sélection intérieur, comme vous le savez, il y a 2 étapes à l'automne, il y en a une à l'hiver, puis après, c'est les championnats. Donc, comme le circuit se déroule sur 2 années, dans le fond civil, à ce moment-là, c'était pour ça qu'à partir du 1er septembre, une année plus jeune pouvait s'inscrire. Donc, on mettait le 1er septembre pour laisser le temps aux gens de s'inscrire pour les étapes qui commencent en octobre. Mais c'est vrai qu'il y avait eu différentes interprétations là, par rapport à cette règle-là du 1er septembre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion et je m'en excuse de ce côté-là. Mais effectivement, on a précisé, là, de ce côté-là. Et maintenant, si vous allez sur notre site Internet, vous voyez, dans le fond, il y a le tableau qui est mis à jour à chaque année. Et d'ailleurs, je ne me trompe pas, là, le tableau pour la prochaine année, donc 2021, a été mis à jour sur notre site et qui dit vraiment, là, en fonction du type de tournoi, donc autant pour les futurs stars que les tournois open, que les étapes, et en fonction aussi du temps de l'année et les catégories d'âge, dans le fond, les années de naissance d'admissibilité. Donc ça, c'est vraiment le document là, qui prévaut. Et effectivement, là, à l'avenir, à partir dans le fond, de cette année-là, le 1er septembre, c'est vraiment la logique qui s'applique pour les étapes au niveau du circuit de sélection, pas nécessairement pour les tournois réguliers. Excellent. Et on a une sous-question par rapport à ça. Et celle-ci, je pense qu'elle va aller plus vers Sylvie. Est-ce qu'on peut appliquer pour une exception selon les résultats obtenus là, par l'athlète? Je comprends. Est-ce qu'on peut appliquer une exception? Donc, pour jouer dans une catégorie? En fait, il y a une possibilité de faire surclasser un joueur. La demande doit être faite par l'entraîneur du joueur. Il y a un formulaire à cet effet. Puis pour faire une demande, il faut que le joueur ait dominé lors de 5 tournois dans une période de 9 mois dans sa catégorie. Donc, dominer, ça veut dire gagner ses matchs. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, cette procédure-là est en place depuis un bon bout de temps, mais donc doit passer par un entraîneur et la demande soit faite directement à Sylvie. On a une autre question donc de Andrea. Comment va être la sélection des participants pour les championnats canadiens? Est-ce qu'il va y avoir des championnats ou comment vont être choisis les joueurs s'il n'y a pas eu des étapes? Sylvie. En fait, avec la commission des entraîneurs, si vous saviez, on a changé de règles à tous les mois presque. Là, maintenant, c'est assuré qu'il n'y a pas d'étapes qui seront jouées. Donc, présentement, ce sera que les championnats provinciaux qui seront pris en compte pour choisir la sélection, pour choisir les joueurs qui font partie de l'équipe qui joueront au championnat canadien. Si ce n'est pas possible de faire les championnats provinciaux, à ce moment-là, ce sera le classement. Et je dois vous dire que présentement, Tennis Canada, avec les différentes provinces, sont en train d'étudier la possibilité peut-être de jouer les Canadiens ou de ne pas jouer les Canadiens ou de les repousser. Donc, il y a plusieurs discussions qui se passent présentement. Excellent. Et Jean-François, oui? Est-ce que... Moi, c'est le contraire. J'aurais une question pour les parents qui sont à l'écoute présentement, justement au sujet des championnats canadiens. Dans l'éventualité où il y aurait des championnats canadiens joués en avril, de votre côté, comment vous vous sentiriez à ce niveau-là? Est-ce que vous seriez à l'aise d'envoyer vos jeunes jouer au championnat canadien avec ce qui se passe avec la pandémie présentement? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore un peu tôt pour envoyer des jeunes dans d'autres provinces avec des entraîneurs? Puis je ne vous pas pour répondre, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, puis il n'y a pas de mauvaise question non plus. Hein. On est là pour vous répondre aujourd'hui. On veut justement vous donner la chance de parler puis de nous questionner. On a tout le monde. Oui, déjà une réponse positive à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas les autres, si vos enfants, on a un deuxième oui. Très à l'aise, pas de problème. Oui. Donc, il y a une tendance lourde qui se révèle. Donc, on a que des oui pour l'instant. Donc, c'est bien. Puis,
Ah oui, trop tôt pour répondre, donc, mais surtout oui. Donc, à ce niveau-là, et c'est l'objectif de cette rencontre-là également, là, donc peut-être de nous poser des questions, mais également là, pour nous, là, de sonder également comment on peut agir le mieux possible pour nos membres, donc pour tout ce qui est là. C'est intéressant quand même comme réponse, puis c'est bien qu'on ait ces renseignements-là. Nous, évidemment, on pense tout le temps à la sécurité de nos athlètes en premier lieu, donc c'est pour ça que je vous pose la question. On va vous consulter, vous êtes les parents de ces jeunes-là, donc c'est important de savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Je comprends l'idée qu'il n'y a pas de contact, mais c'est beaucoup plus le fait de faire voyager des jeunes dans une autre province. Est-ce qu'ils vont prendre l'avion? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est plus à ce niveau-là. Au niveau des logistiques, là, la logistique. Exactement, oui. Et on a une autre question ici. Est-ce qu'il faut y avoir un quorum pour faire les championnats? Donc, est-ce que ça prend une participation minimale? J'imagine que c'est la nature de la question. En fait, c'est Tennis Canada qui va avoir le dernier mot avec les différentes communications que Tennis Canada a avec les provinces. Donc, éventuellement, ils vont prendre une décision à ce niveau-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, par rapport... Ah oui, on a une question de Marc. Est-ce que la 3e étape 16 ans est annulée? Martin, je pense que peut-être le mieux placé là, pour... Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. Puis, c'est, comme vous le savez, dans le fond, l'étape 14 et 18 ans, dans la 3e étape, ont été annulées parce qu'elles commençaient avant le 11 janvier, là, la date qui a été fixée par le gouvernement. Et comme les qualifications étaient avant, évidemment, les qualifications tombent et tout le tournoi tombe. Par exemple, c'est vrai que pour le U12 et le U16, c'est pas encore annulé officiellement parce que, dans le fond, les qualifications sont prévues, je crois, pour le 18, en tout cas, du moins, non, même le 14, donc quelques jours, là, le vendredi de la semaine ou le lundi 11. Donc, il faudra voir qu'est-ce que le gouvernement va dire. Et évidemment, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a de fortes chances que ça tombe à l'eau aussi. C'est sûr que ce n'est pas encore fait. Et comme encore là, le même principe, si dans le fond, on ne peut pas tenir les qualifications, le TP qui normalement serait à la fin janvier tombe lui aussi. Donc, à ce moment-là, comme Sylvie disait, là, dans le fond, toutes les étapes seraient annulées. Mais effectivement, pour l'instant, pour le U14, U18, les 3 étapes sont annulées. Donc ça, il n'y a pas de possibilité. U12, U16, les 2 premières étapes ont été annulées. On verra pour la 3e, mais c'est sûr que ça n'augure pas nécessairement toujours bien, mais on attend la confirmation de ce côté-là. Donc, on vous tiendra au courant. Évidemment, c'est annulé. Il y aura remboursement. Excellent. Et ensuite, on a eu un commentaire là, de la part d'Andrea. Donc, la compétition et la motivation de nos enfants. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de motivation pour s'entraîner. Donc, on a besoin des tournois et je pense qu'à cet effet-là, on est tout à fait d'accord. Nous, ça fait une partie intrinsèque de notre mission et donc d'encadrer tout le tennis et de stimuler et de permettre un cadre sécuritaire, mais un cadre compétitif intéressant. Là-dessus, Martin, donc depuis que tu es arrivé en juillet, tu as eu plusieurs casse-têtes. Et donc, l'idée, évidemment, ce n'est pas d'empêcher les tournois plus longtemps qu'il le faut, mais c'est vraiment le gouvernement qui régit cette question-là. Tant que ce n'est pas possible, pour nous, on ne peut pas outrepasser là, des directives gouvernementales. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans l'équipe qui souhaitent... Non, mais tu as raison tout à fait, Antoine. Je comprends tout à fait. Effectivement, je crois que pour n'importe qui fait du sport, le fait qu'il n'y ait plus nécessairement de compétition, que ce soit des courses ou autres, c'est difficile sur justement la motivation et le moral. On ne se le cachera pas. Donc, effectivement, notre but, c'est de recommencer les tournois dès qu'on peut. Et pour vous dire aussi, le même, on y va toujours au fur et à mesure. Souvent, le gouvernement y va à coup de 3-4 semaines, mais exemple, en novembre, on avait des tournois qui étaient prévus en décembre. Il y avait aussi la classique de à l'île des Sœurs qui était normalement à la fin décembre. Ça aussi, c'était planifié. C'est la difficulté, c'est qu'il faut quand même qu'on planifie souvent en fonction de... Il pourrait y avoir des tournois, donc il faut lancer les inscriptions évidemment le plus tôt possible dans la mesure du possible pour permettre aux gens de s'inscrire et autres. Mais après, on sait qu'il y a la possibilité que ce soit annulé. Et aussi, c'est surtout que cette incertitude-là, c'est pas tant nécessairement de notre côté, mais des fois, les clubs, de leur côté, osent peut-être un peu moins se mouiller et dire on va tenir un tournoi en se disant
on va peut-être tout faire ça alors que ça va être annulé. On ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir être repris. Mais sachez aussi qu'il y a des organisateurs qui leur tournoi a été annulé, mais ils veulent le refaire dès que ce sera possible. Donc, c'est sûr que ça va un peu changer le calendrier traditionnel, mais sachez que je comprends tout à fait. Puis évidemment, on espère qu'on pourra avoir des tournois prochainement, mais pour l'instant, en zone rouge, c'est pas possible. Non, puis c'est ça. Puis je pense que c'est une chose qui est importante de mentionner de l'autre côté. Moi, en tant qu'ancien directeur technique et Martin en ce moment, c'est que l'habitude est toujours de bâtir un calendrier. On n'a jamais eu à déconstruire un calendrier. Et au niveau de la motivation, même de notre côté, tout ce qu'on veut, c'est que les jeunes et tout le monde puisse jouer. Ça fait partie donc de ce qu'on fait. Mais déconstruire un calendrier n'est pas des plus motivants non plus. Mais dès qu'on aura le feu vert, et puis dès qu'on a eu le feu vert à l'été, on a vraiment lancé les compétitions et on a eu un très grand succès. Donc, dès que ce sera possible, on va revenir au jeu. Et je pense qu'on a un commentaire d'Olivier Collin qui dit que pour l'instant, les enfants jouent entre eux dans la bonne humeur et de manière compétitive. Donc, on essaie de se maintenir tous comme on peut, mais assurément, là, dès que ce sera possible, on sera de retour avec vous. Ouais. Et aussi, Antoine, excuse-moi, vas-y Jean-François. Oui, aussi, pour vous tenir au courant, c'est que si dans l'éventualité où il n'y aurait pas de championnat canadien en avril, on a demandé justement à Tennis Canada de travailler avec les provinces pour trouver peut-être quelque chose d'autre, une autre compétition qui pourrait motiver nos jeunes pour justement avoir quelque chose à atteindre pendant la période hivernale. Donc, on essaie quand même de trouver des solutions avant même que les problèmes surviennent. Oui. Et aussi, je trouve ça intéressant aussi de Éric Caron qui mentionnait que c'était vrai, effectivement, ce qu'Andrea disait, et particulièrement en région un peu plus éloignée. Et c'est vrai qu'effectivement, on comprend que souvent, beaucoup de tournois, c'est dans la grande région métropolitaine et autres. Donc, on comprend que des fois, si les tournois, exemple, en Beauce sont annulés, il y en a eu 2-3 qui ont été annulés malheureusement, on comprend que l'offre est encore des fois plus limité. Donc, évidemment, on tient toujours ça aussi en compte et on essaie de travailler fort là, pour tenir des tournois un peu partout et aussi pour offrir aux gens la possibilité d'en faire sans nécessairement se déplacer à 3 heures à chaque fin de semaine. Donc, merci pour les commentaires. Et oui, et on a d'autres commentaires. Là. Donc, Stéphane là, qui nous dit que la compétition est vitale pour les athlètes. Le Canadien est la motivation la plus importante. Et on a un autre commentaire. Là. Si nos jeunes ont besoin des tournois pour être motivés, le développement est bien plus important. Donc, on a des visions là, ici un peu différentes. Mais c'est vrai que l'objectif, donc, c'est vraiment de pouvoir avoir un contexte sécuritaire en ce moment. C'est la priorité. Et je sais qu'on est tous un peu... la patience s'effrite, mais malheureusement, tant que la situation reste la même. Et comme Jean-François disait d'entrée de jeu, c'est vraiment pas une question de décision de Tennis Québec, mais bien de suivre à la lettre les recommandations là, des spécialistes, donc la santé publique et le gouvernement. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'équipe souhaitait faire un commentaire? Sinon, on a une question là, par rapport. Savez-vous si les clubs de tennis seront fermés à partir du 25 décembre? Jean-François, je ne sais pas si tu veux... Oui, j'ai contacté aujourd'hui, avant même la conférence de presse de M. Legault et suite à la conférence de presse de M. Legault, j'ai contacté notre ministère pour avoir plus d'informations parce que ce n'était pas vraiment nécessairement très clair. Et malheureusement, on n'a pas encore d'informations précises à ce sujet-là. On devrait avoir quelque chose ce soir ou demain. Donc, il est évident qu'on va contacter nos clubs par la suite pour les informer très rapidement afin qu'ils puissent agir en conséquence. Mais on n'a pas... Ça va aller à ce soir ou demain. Excellent. Et on a un commentaire là, de Julie Labonté qui nous dit « La priorité est la sécurité de tous en ce moment. C'est rassurant de savoir que Tennis Québec suit à la lettre les recommandations. » Oui, je dois vous avouer que c'est un casse-tête continu pour nous de s'assurer qu'il y ait un équilibre entre une pratique et le fait de trop en faire et de ne pas permettre. Je pense qu'en ce moment, l'équilibre est atteint et que le tennis se poursuit. En simple seulement, mais donc en fonction de ce qui est permis. Mais oui, on a eu plusieurs itérations là, de nos guides de recommandation. Et donc, d'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe d'avoir pu travailler avec vous tous pour travailler sur ce casse-tête continu. Mais on va continuer à être là pour vous. Et si jamais il y a un changement, bien, je pense qu'on a pris l'habitude depuis mars de communiquer clairement. Et donc, c'est une autre opportunité ce soir, là, mais il y aura d'autres communiqués qui seront émis là, dès qu'il y a un changement.
On a Mélanie. Est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier d'ouvrir un centre d'entraînement dans l'Est de Montréal pour augmenter l'offre de terrain? Jean-François. Malheureusement, présentement, on a dû mettre ce projet-là sur la glace. Vous comprendrez pourquoi. Comme je vous expliquais en tout début avec les différentes coupures financières auxquelles on fait face présentement et également avec la diminution du nombre d'employés à Tennis Québec. On veut vraiment y aller par priorité. C'est une priorité pour nous quand même, mais je pense que là, l'organisation de tournois était plus importante et justement s'assurer que nos centres restent ouverts. Donc, on va continuer à travailler sur ce dossier-là, mais il faut se refaire une santé financière en premier lieu. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour notre organisation présentement. Je vous parlais tout à l'heure de coupures financières au niveau de 300 000 $ pour l'année en cours. Et cette coupure va être encore reconduite l'année prochaine. Donc, on vit donc avec une coupure totale seulement avec la Coupe Rogers de 600 000 $ sur 2 ans. Donc, il faut vraiment réussir à aller chercher des nouvelles sommes l'année prochaine pour justement combler cette perte vraiment importante de revenus. Et j'en profite aussi juste pour, j'imagine qu'il y en a plusieurs là, parmi vous qu'on tient à remercier parce que parlant de santé financière, quand on a lancé notre campagne de financement, on s'attendait à un appui, mais on a été vraiment dépassé par le niveau de support qu'on a reçu. Donc, j'en profite là, au nom de l'équipe pour vous remercier tous. Ça nous a vraiment permis de se rendre compte qu'on joue notre rôle et qu'on est présent, mais qu'on est important pour vous. Et donc, on est très reconnaissant par rapport à cet appui-là qu'on a reçu depuis mars. Je vois qu'il est 19h45. Il reste peut-être une section, je pense, Damien, au niveau des communications. Et ensuite, là, si jamais il y a d'autres questions, là, on pourra les prendre à ce moment-là. Parfait. Donc, je voulais juste vous montrer un petit peu rapidement notre site Internet, parce que là, aujourd'hui, on vous a donné quand même beaucoup d'informations. Donc, juste vous dire que toute cette information-là se retrouve sur notre site Internet. Justine, si tu me permets, je veux juste... Parfait. Je vais juste partager mon écran. Donc, toute l'information qu'on a donnée aujourd'hui se retrouve sur notre site Internet. Donc là, on parlait beaucoup de tout ce qui avait rapport avec la COVID. Donc, on a créé une section ici en haut sur la COVID. Donc, vous avez ici les recommandations qu'on a fait. Vous avez nos communiqués aussi également. Par la suite aussi sur notre site Internet, donc vous avez nos différents programmes. Donc, on a des programmes en initiation et récréation, compétition et haute performance. Moi, par exemple, je vous ai parlé des circuits collégiales universitaires, donc vous pouvez aller chercher l'information ici. Sylvie aussi vous a parlé de certains programmes dans la haute performance. Donc, Martin vous parlait aussi beaucoup de toutes les politiques, règlements par rapport au tournoi. Donc, vous pouvez tout aller les chercher ici dans l'onglet. Donc, elles sont bien séparées ici. Donc, par exemple, les règlements et politiques par rapport au tournoi. Donc, comme Martin le disait, on a tout en français et en anglais. Donc, tous des PDF de tous nos règlements et politiques. Vous avez aussi également donc, les classements. Donc, Andréa nous a parlé des différents classements. Donc, ils sont là. Donc, vous pouvez aller les chercher directement ici. Puis, si jamais vous avez des questions donc, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui ou d'autres questions, puis vous voulez avoir nos coordonnées, donc si vous allez au bas de la page, donc à la toute fin, ici, vous avez une section qui est les contacts. Donc, vous cliquez dessus et vous avez ici donc les employés permanents, donc nous, ceux qui ont fait la présentation aujourd'hui. Donc, par exemple, vous voulez contacter Andréane, vous avez sa petite photo ici. Et vous avez également ses coordonnées, donc son numéro de téléphone avec le poste, ainsi que le courriel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, quoi que ce soit les questions. Excellent. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, je pense que... Moi, je vais vraiment inviter les gens là, à nous questionner ou à nous parler ou nous dire, faire vos commentaires. N'hésitez surtout pas, là, vous avez le plancher, puis on veut vraiment entendre ce que vous avez à dire. On veut améliorer, évidemment, tout ce qui est Tennis Québec au niveau de tous les secteurs. Donc, si vous n'aimez pas nécessairement chatter
écrire vos questions, posez les questions directement en ouvrant votre microphone, puis on va vous écouter et on va vous répondre. Il y a des remerciements qui défilent. Merci pour ça. Oui. Merci pour votre participation. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait faire un commentaire ou d'autres questions. Oui, moi, j'aurais peut-être de quoi. Oui, allez-y. Je voudrais juste mentionner, moi, j'ai été vraiment sous le choc en septembre quand j'ai appris ça. Là. Claude Joly, notre arbitre, qui est malheureusement quitté. Ça n'a aucun sens. J'ai parlé le mois d'avant. Il a fait un excellent travail. Je pense que tout le monde, on devrait prendre un instant pour penser à tout ce qu'il a fait pour nous autres. C'est vraiment très triste. Oui, tout à fait. Je pense que ça a été un grand choc pour toute la communauté du tennis au Québec. Il était plus que compétent. Il était rendu au niveau de légende dans le tennis québécois. Et nous, c'est une grande perte pour nous, en tout cas pour moi personnellement, parce que je travaillais avec lui presque quotidiennement. Donc, merci de le mentionner. Oui, c'est une immense perte dans une année extrêmement difficile. Donc, oui, je peux tout simplement dire qu'on n'a pas seulement perdu quelqu'un qui nous aidait beaucoup au niveau du travail, mais on a perdu un ami. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on finisse cette belle réunion, belle rencontre? Non? Vendu. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre participation ce soir. Ça a été vraiment agréable. Tennis Québec désire améliorer la communication avec ses membres et cette réunion était, selon nous, un bon pas dans cette direction. D'autres présentations de ce type pourraient être également organisées à l'avenir. Malgré notre équipe réduite, nous demeurons disponibles pour vous répondre à toutes vos questions et n'hésitez surtout pas à nous contacter. En terminant, soyez assurés que nous continuerons à bien représenter les intérêts de notre communauté tennistique. Alors, à titre d'information, nos bureaux seront fermés jusqu'au 4 janvier. On vous souhaite de joyeuses fêtes et prenez bien soin de vous, soyez prudents. On veut vous avoir comme client bien longtemps. Donc, merci à tous. Merci.